Donc j'en reviens au musée du Quai Branly. Lionel Jospin était devenu ministre socialiste de l'enseignement supérieur, avant de devenir ensuite Premier ministre sous Chirac. Donc il était d'abord ministre socialiste dans un gouvernement socialiste. Donc, et il me dit un jour, est-ce que tu peux faire le musée de l'homme appartient à l'enseignement supérieur et au ministère. Le musée des arts africains et océaniens appartient au ministère de la Culture. Je veux que tu me fasses une inspection du musée de l'homme. Donc je vais au musée de l'homme. Je ne fréquentais pas le musée de l'homme, sauf la bibliothèque, mais pas les collections. Et donc j'arrive, département d'Océanie, je regarde, putain, je vois des flèches par terre, pas d'étiquette, mais à qui elles appartiennent, etc. Donc, j'étais un peu effondré, quoi. Ensuite, je sors au boulevard Saint-Germain, par hasard chez les antiquaires. Ensuite, je trouve des objets du musée de l'homme avec leurs étiquettes. Des objets volés et vendus. Au musée, je pars ensuite à Saint-Ouen, au Puce. Je retrouve des objets du musée de l'homme avec leurs étiquettes. Donc je reviens au musée et j'appelle le responsable du personnel, plus le directeur. Et je leur demande qu'est-ce que ça veut dire, ça. Donc le responsable du personnel, responsable syndical, m'engueule. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, quoi? Tu viens pour qu'on dénonce nos copains. Je dis, vous êtes fonctionnaire du patrimoine. C'est votre responsabilité de le garder, de le protéger, de le compléter. Pas de laisser faire des mecs qui volent. Ah, il me jette dehors. Bon, très bien. Alors je dis ça à Jospin. On ne peut rien faire, bon, pas rien faire, mon cul, mais passons. Après, il me dit de faire les arts et métiers, musée des arts et métiers. Alors là, je viens, je vois, c'est le plus vieux musée, hein, créé sous la Révolution française, hein, et par l'abbé, je ne sais plus comment, qui avait voulu que les techniques métallurgiques et autres soient dans un musée. Donc c'était l'encyclopédie, quoi. Hein, c'est l'esprit de l'encyclopédie. Parce que non pas tous les peuples du monde, mais les Chinois ont l'esprit de l'encyclopédie. Donc j'arrive, je vois la première voiture, premier avion, les machines Mule Jenny pour faire le textile au XIXe siècle, toutes sortes de trucs. Bon. Et je demande à visiter les combles. J'arrive dans les combles avec dans le dos, j'avais un petit truc, serviette. J'arrive au début des combles, une grande table, des vases Ming. Oh, des vases Ming, j'ai dit, mais c'est magnifique. Mais faites attention quand même. Parce que moi, avec ma serviette, je peux en faire tomber. Donc le responsable du personnel, qui était très gentil, me dit, mais vous êtes intéressé par les vases Ming?
Ah, mais il y en a encore. Donc il y a une grande armoire avec des vases mig. Mais il dit, vous savez, la directrice en a emmené 6 pour les fiançailles de sa fille. Bon, très bien, j'ai dit, ok. Ça avance, ça avance. Je vois des grands tiroirs anciens, je tire. Je découvre les épreuves, les dessins des marionnettes du XVIIIe siècle, du grand marionnettiste. Et au-dessus, un fil électrique dénudé. Donc j'appelle le type, je dis, mais aidez-moi, vous n'avez pas peur d'un incendie Alors ici, on a peur, parce que surtout qu'il y a de l'eau qui passe là-bas. Oh putain. Les fameux dessins de, comment il s'appelle, le grand marionnettiste du XVIIIe siècle. Donc je reviens à Jospin, je dis, écoute, il faut faire quelque chose, quoi, parce que bon, rien n'est fait, comme d'habitude. Ensuite, il devient Premier ministre, hein, c'est-à-dire Juppé. Il a une grève contre lui fantastique et il propose à Chirac la dissolution de l'Assemblée. Le résultat, ils l'ont dans le cul, c'est la majorité socialiste. Bon. D'où c'est la première coexistence entre... c'est la deuxième, après Mitterrand déjà. Donc, alors Jospin devient Premier ministre. Mais entre-temps, Chirac était mis, vous vous rappelez, il était avant maire de Paris. Bon. Et en tant que maire de Paris, comme Madame là, Hidalgo, il fait partie du comité de... comment on appelle ça? Comité de la langue française, c'est ça? Un truc comme ça. Oui, des pays francophones. Bon, donc il se retrouve à la Réunion, quelque part, pour le comité qui se réunit avec des représentants de l'Afrique francophone et tout. Mais il était candidat, donc. Maintenant, je vous parle avant qu'il devienne... Il était candidat pour être président. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait avec lui à côté de lui? Un nommé Kershach, grand collectionneur français, roumain d'origine, famille communiste qui a fui là. Et les parents lui avaient donné l'argent pour qu'il monte une petite boutique. Et il était remarquable pour détecter les grandes pièces africaines. Et au Gabon, il était venu après que le professeur d'anthropologie du musée de Bordeaux avait fait l'inventaire des masques du Gabon et tout. Et quand il est venu, il a acheté les masques. Il a profité de l'inventaire pour acheter les pièces. Et pour la première fois de sa vie, il a été condamné à 3 ans de prison par un chef africain qui était un des plus corrompus du monde. Au Gabon, c'était... Ça va revenir. Bongo? Bongo. C'était le papa Bongo. Donc il a conçu une haine définitive pour les musées classiques et les anthropologues, etc. Bon, mais il se trouve, Kershach, avec Chirac. Et il lui dit, ils s'entendaient, Chirac aimait beaucoup l'art. Hein. Il était un peu brouillon, mais bon, il pouvait passer 2 heures devant des vitrines. Hein. Non, c'était pas de la bagarre. Moi, j'ai discuté beaucoup avec lui. Et donc, il dit, il vous faut, comme Mitterrand, la grande bibliothèque, comme Pompidou, le centre Pompidou, en tant que monarque républicain, la monarchie française, il vous faut le grand monument. Et donc il lui souffle, il vous faut un musée pour remplacer le musée de l'homme. Ok. Bon.
Donc Chirac accepte ça comme son projet, son cadeau, son fétiche présidentiel, quoi, monarchique, quoi. Il est élu président de la République. Quelques mois, il est viré à cause de la grande grève contre, d'ailleurs, sous pression des catholiques pour les réformes des églises, des écoles privées et tout. Bon, passons là-dessus. Il merde et donc il fait le choix de la dissolution, croyant gagner et tout. Paf, baiser. Juppé ne fait rien. Le projet pour le président se construit, mais il ne donne pas d'argent. Et pour faire la préfiguration d'un musée, ça dure longtemps. Hein, il faut 2 directeurs. Un directeur anthropologique pour les collections, pour expliquer, et un directeur muséologique pour comment présenter. Donc Chirac, sous la pression de sa femme, choisit comme directeur de musée, je ne sais plus son nom, c'était mon collègue à l'époque, ça va revenir, qui avait travaillé chez Gaëtan Picon, qui était directeur du musée Pompidou, et qui avait fait une énorme bourde qu'on avait cachée. Il avait acheté 3 Warhol faux. Il ne connaissait rien des arts africains océaniens, c'était Picasso, Picabia, et en plus il avait magnifiquement merdé en achetant 3 faux Warhol aux États-Unis, mais passons sur le mec. Il ne connaissait pas l'art. Ce qu'il voyait, c'était la beauté des objets, comme tout. Il avait peut-être une capacité de les présenter comme muséologue, mais surtout, Chirac et lui, Chirac, pas vraiment, mais lui voyait que si on faisait un nouveau grand musée, les Galliéris allaient faire du pognon. Le marché français de l'art africain, d'où à l'époque ils inventent avec les journalistes, comment ils s'appelaient, les premières sociétés, un truc comme ça. Le musée des arts premiers, des conneries. Je leur dis, mais les arts premiers, prenez la Chine, 2000 avant Jésus-Christ. Ouais. Les arts premiers pour les Africains, c'est des conneries, quoi. Tu vois. Mais bon, on ne peut pas, parce que dès que ça a été utilisé par 3 journalistes dans le Figaro et tout ça, c'est fini. Les arts premiers, pas arts premiers, tu vois. Bon, passons là-dessus. Donc il se retrouve avec un directeur de la muséologie, non nommé encore, pas de directeur scientifique du musée et pas d'argent. Donc les socialistes gagnent, c'est mon ami qui est Premier ministre. Donc un jour, et Allègre était son ministre de l'Éducation nationale. Donc les gens que je connaissais quand même. Donc Chirac fait pression pour que son musée existe quand même. Et donc Jospin demande à Allègre de téléphoner à Godelier. Parce que j'avais déjà fait des inspections. Donc je dis à Jospin, c'est bien que ce soit un président qui demande un musée parce qu'il aura les milliards. Même un ministre de l'Éducation nationale n'aura jamais les milliards. Donc il faut y aller pour ce musée parce que je t'avais dit que le musée était tellement pétrifié que je t'avais dit de fermer le musée de l'homme à clé, de jeter les clés. Donc moi je suis pour un musée nouveau, mais
d'une intelligence nouvelle. Donc il dit à Chirac, on a trouvé un mec pour vous, le directeur scientifique, ça sera Godelier. Alors Chirac me reçoit avec tout le gouvernement, putain, on vous attendait, on était tellement heureux, tu parles, un ancien communiste, ils avaient des dossiers sur moi et tout. On est tellement heureux que vous nous rejoigniez. Et alors, après, je dis à Chirac, voilà, c'est une opportunité. On va faire un musée du XXIe siècle. Et on va faire un musée de telle sorte que les sociétés qui ont produit les objets soient présentes. Vous allez faire le musée de la décolonisation. Ça a commencé à... Il n'était pas contre, du moment que ce soit à son honneur. Mais pour l'autre directeur qui était de droite, c'était pas ça qu'il voulait. Il voulait un musée de galeries, d'exposition, pour que, en même temps que le musée apparaisse, toutes les galeries d'art fassent du fric. Sotheby, tout ça, tu vois. Donc c'était ça, quoi. D'ailleurs, après le musée, qui a été créé, à l'inauguration, les galliéristes venaient me trouver. Ah, monsieur Godelier, merci. Hein. Grâce à vous, on fait du fric maintenant. Une statue. Je voyais une petite statue africaine qui valait 1 000 €, elle devenait 30 000 €. C'est évident. Bon, moi, ça ne me gênait pas tellement parce que on est dans le capitalisme, je ne suis pas dans le socialisme. Bon, c'est pas. Passons. Et donc, on commence à travailler. Et c'est là que je dis, c'est pas possible. C'est un musée qui était à moitié mort. Les types foutaient rien, parce que je suis pas gentil, moi. Hein. Ils travaillaient pas, quoi. Pour faire un musée national, il faut compléter les collections, elles ne sont pas complètes. Il faut acheter des nouveaux objets, il faut les réparer, il faut avoir des ateliers de réparation, il faut payer pour ça. Donc, il faut la modernité, quoi. Donc, d'abord un inventaire. Alors, je découvre que sur 300 000 pièces, en gros, il n'y avait que 40 000 pièces qui avaient été inventoriées avec des étiquettes, qui remontaient à Mauss, y compris des fiches faites par Lévi-Strauss, d'autres par Soustelle, qui venaient, ils écrivaient des fiches. Bon, mais le reste, non. Pas d'inventaire. Moi, j'avais vécu 2 ans en Allemagne. Tous les dimanches, j'allais au Dahlem Museum. Tous les dimanches. Et donc, je dis, il faut faire un inventaire, quoi. Parce que le Dahlem Museum, tu as des collections superbes, hein, Afrique, Mexique, tout ça. Tu as les grandes... seul musée au monde qui a les grandes barques océaniennes, quoi. Avec le balancier et tout, les barques de traversée du Pacifique, 40 mètres de long. Donc moi, j'étais un fou de... Et puis, j'aime l'art. C'est sûr. Mais je voulais que tous ces objets créés pour des rites, pour eux-mêmes, que la société, donc je demande de faire une fiche dans laquelle l'objet a-t-il été acheté ou volé, par qui, quelle époque, quelle date, quelle société, à quoi ça servait, et est-ce que la société avait d'autres formes d'art complémentaires de cet art-là. Donc, c'était une construction, quoi. Et donc là, ils n'ont pas voulu, là. Mais ils ont fait l'inventaire. Et donc, tous les objets sont inventoriés. Bon. Il fallait aussi, pour faire le musée, prendre toutes les collections Afrique-Océanie qui étaient de l'autre côté. 40 000 objets. OK ? Mais il fallait sortir des 300 000 objets, tout ce qui était Moyen-Orient, etc. En fait, ils voulaient Asie, Afrique, Océanie et Amérique. Mais ils ne voulaient pas de l'Europe.
L'Europe, c'était le musée le musée, comment ça s'appelait, qui était dans... Ah, le musée des arts paysans et autres, qui était dans le... Art et tradition populaire. Hein? Art et tradition populaire. Art et tradition populaire, dont une partie a ensuite servi au nouveau musée de Marseille. Bon, parce que moi j'aurais dit, écoutez, le musée de l'homme comporte aussi les objets de l'Europe. Pas beaucoup, mais enfin. On a ce musée de l'Europe qui est les arts et traditions populaires, c'est l'agriculture, tout ça, les rites populaires, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On fait un musée dans lequel l'Europe est sortie, l'Occident, d'un certain point de vue, il reste les autres. En plus, je regarde les collections, je dis, écoutez, sur l'Afrique, ça va, mais sur l'Asie, il n'y a presque rien. On a des jupes taille et tout. Mais la richesse de l'Asie, c'est où? Musée Guimet. Cambodge, Chine, tous des objets magnifiques. Japon. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que... Bon, donc finalement, je propose qu'il y ait 4 départements, mais un 5e. Et dans le 5e, on présente des objets où l'Europe peut être présente. C'est-à-dire, on fait un 5e département thématique. Qu'est-ce qu'un chef? Et je propose 2 statues, une de De Gaulle et une de Mao. Pour me faire pas des chefs. À côté de statues africaines, pourquoi? Le thème, c'est le chef. Bon, ben, ça a été refusé, mon 5e département, où je reconstituais l'universalité. C'est-à-dire, l'Europe revenait avec les autres continents, quoi. Bon, ça a été refusé. Bon, passons là-dessus. Mes idées étaient fulgurantes. Moi, j'ai été fulguré. Bon, passons. Et donc commence à sortir, alors le collègue s'appelait Viat, directeur de la muséologie, Godelier, directeur scientifique. Okay. Donc on commence à faire l'inventaire, la numérisation et tout. C'était un progrès énorme de pouvoir disposer, en connaissant les collections, on connaissait les vides des collections. Et quand tu échanges avec un musée allemand, il y a une sortie, il y a une rentrée, tout est enregistré, c'est moderne. Ils étaient en retard, quoi. En plus, ils n'avaient pas de pognon. Donc après, il y a eu une politique en commun avec UIAD d'acheter des collections. Donc on a acheté une partie des grandes collections suisses. Mais les Suisses, ils voulaient tellement d'argent que nous, on a acheté pour 60 millions de collections qui nous manquaient sur Madagascar, une partie de l'Afrique. L'autre moitié, il l'a vendue au musée de Barcelone. Enfin, c'est business. Hein. Bon. Mais il y a eu... Bon. Et au fur et à mesure que je poussais pour que les sociétés soient présentes, donc je voulais créer des grandes banques de données sur tous les objets. Et je propose qu'il y ait une salle de consultation. C'est-à-dire que les visiteurs visitent, mais quand ils ont vu un bel objet qui les intéresse, ou n'importe, il y ait une salle de consultation dans laquelle il y a des écrans. Ils tapent l'objet qu'ils ont vu, qui les intéresse, apparaît, et ils ont toute l'information sur la société, sur la colonisation, et que ça soit dans le confort. Donc j'ai dit, des grands écrans, des canapés, si on peut dire, pour qu'une famille qui a plusieurs enfants s'assied tranquillement. Je propose donc le dédoublement entre exposition et connaissance, quoi, si on peut dire, ou information, connaissance. Quoi. Bon, ça refusait.
Et donc, on acquiert une aile du Louvre, le pavillon des sessions, pour 100 chefs-d'œuvre des pays barbares, puissent entrer au Louvre. On prend Villemotte comme architecte, qui avait fait l'appartement de Kershage, mais passons quelques petites maisons des gens autour de Chirac, mais passons les grands. Parce qu'à un moment, il va falloir choisir un architecte. Et c'est moi et Viat qui sommes les responsables de faire l'appel d'offres mondial, aussi bien des Japonais qu'Américains. Eh, qu'est-ce qu'on voit? Monsieur Nouvel n'avait pas eu le parc des sports de Saint-Denis, là, le grand. Il n'avait pas eu. Donc il faudrait peut-être qu'il ait le musée de Chirac, n'est-ce pas, hein? On fait un appel, alors là, moi et le Viat, au nom de l'État français, avec cahier des charges, tout ce que la construction du musée était là. Et on voit arriver les maquettes, au bout d'un certain temps, des grands architectes. Et ça doit se décider un dimanche. Alors, on fait venir le maire de Rio de Janeiro, qui était un architecte, on fait revenir des architectes, tout ça, internationaux, comme ça. Et nous, les cons, on voyait les maquettes. Eux aussi. Et nous, tout de suite, dès qu'on a reçu les maquettes, il y en avait un qui était magnifique, qui correspondait à mon besoin du 5e département. Et c'était un groupe de jeunes architectes français. On téléphone à Chirac, on dit voilà, maintenant on a les maquettes, on a trouvé. On était d'accord là. On a trouvé, en plus c'est des jeunes, il faut les encore. Donc on attend le verdict de la fameuse réunion du dimanche. Nous, tous les deux, directeurs, on attend dans le musée qu'est-ce que les autres vont décider à la mairie de Paris ou je ne sais pas où. 5 heures. Nouvelle. C'est pas du tout ce que nous, les directeurs, on avait choisi. Hein. Pourtant, on avait fait le cahier des charges. Oui, Nouvelle. Bon, après, M. Nouvel a gagné son gâteau. Hein. Bon. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas le droit de parler à M. Nouvel, c'est un génie. Je dis, moi, j'en ai rien à foutre de génie, je vis avec des brodelles et tout. Les Villerose que j'en ai à foutre d'un génie architectural. Non, on n'approche pas le génie. Le connard, les conneries, je sais pas. Et il m'envoie son spécialiste d'anthropologie. Je découvre un homme d'une trentaine d'années ou 40 ans qui avait une licence d'ethnologie. Ça ne fait pas le poids devant Godelier, ça c'est évident. Quoi. Lamentable. Alors c'est là qu'on découvre qu'on va nous faire le musée. Il y avait des bonnes idées dans son musée. Mais ici, c'est une forêt. On a importé des arbres de Tchécoslovaquie pour faire une forêt parce que les Africains, ils font des rites dans les forêts. Et derrière, on fait une savane. Ben, passons là-dessus.